Chapitre 9. En même temps que Günther félicitait sa sœur de son accouchement, il invita Lydéric à venir le voir avec Kriemhilde aussitôt qu'elle pourrait supporter le voyage, lui disant qu'il avait des choses de la plus haute importance à lui communiquer. Lydéric communiqua la lettre à sa femme. Elle avait de son côté grand désir de revoir son frère, de sorte que, comme grâce à son bon naturel, elle avait oublié l'orgueilleux accueil de la reine Brunhilde, elle fut la première à l'inviter à revenir passer quelque temps à la cour du roi Günther. Quant à la vieille princesse, elle eut bien quelque peine d'abord à donner son consentement à cette nouvelle absence, mais on lui promit de lui laisser son petit-fils, ce qui la détermina à ne plus s'opposer au départ de Lydéric et de Kriemhilde, qu'elle aimait maintenant à l'égal d'une fille. Le comte de Flandre, au reste, s'était d'autant plus facilement déterminé à laisser son fils à la vieille princesse que Günther, ne lui ayant pas même dit dans sa lettre que Brunhilde fut enceinte, il craignait de lui inspirer des regrets plus vifs encore, en lui rappelant sans cesse par la vue de son enfant qu'il avait été plus heureux que lui. Lydéric et Kriemhilde partirent donc seuls pour la capitale des Higlands. Ils furent reçus par Günther avec les démonstrations de la joie la plus vive. La fière Brunhilde elle-même parut contente de les recevoir, et en apercevant Lydéric, son visage se couvrit d'une vive rougeur, car elle ne pouvait oublier ce baiser qui l'avait réveillée et dont elle n'avait jamais parlé à son mari. De son côté, Lydéric avait jugé inutile de raconter à Günther cette circonstance de son ambassade, de sorte que Günther attribuait la rougeur de Brunhilde à la joie qu'elle avait de revoir ses anciens amis. Aussitôt que Lydéric et Günther se trouvèrent seuls, ce qui ne tarda point, car tous deux en cherchaient l'occasion, Lydéric demanda à Günther quelles étaient les choses importantes dont il avait à l'entretenir. Alors Günther raconta à Lydéric une histoire étrange. La nuit de ses noces, Brunhilde avait détaché ses jarretières. Avec l'une, elle avait lié les mains de son mari, avec l'autre les pieds. Elle avait accroché un faisceau d'armes qui était scellé dans la muraille, puis il s'était couché tranquillement. Günther alors avait voulu crier et appeler au secours. Aussitôt Brunhilde s'était relevée, elle avait si cruellement battu que le pauvre diable avait fini par promettre qu'il se tiendrait tranquille et muet toute la nuit. Sur cette promesse, Brunhilde s'était recouchée et avait dormi tout d'une traite jusqu'au jour. Au jour, elle s'était réveillée, et touchée des supplications de Günther, elle l'avait décroché. Depuis lors, chaque nuit, la princesse en avait usé avec lui comme la première fois, seulement elle le battait plus cruellement encore. Il ne restait d'autre ressource à Günther que de se sauver le soir dans une pièce voisine de la chambre nuptiale et de s'y barricader à double tour. Telles étaient les choses importantes que Günther avait à confier à son ami Lydéric. Ce ne fut pas sans raison que Günther avait compté sur son ami. Lydéric réfléchit un instant à ce qu'il venait d'entendre, puis, posant la main sur l'épaule de Günther, « Sois tranquille. Ce soir, quand les pages et les serviteurs se seront retirés, au lieu de sortir par la porte, ferme-la en dedans et souffle la lampe, le reste me regarde. Je t'ai déjà soutenu dans les 3 premières épreuves, je ne t'abandonnerai pas dans la dernière. Tu seras donc là ?» demanda Günther. « Je serai là, » répondit Lydéric. « Mais comment saurais-je que tu y es? Je te parlerai à l'oreille, comme j'ai fait au château de Ségard. » Günther se jeta dans les bras de son ami, lui jurant qu'il n'oublierait jamais ce dernier service, le plus grand de tous ceux qu'il lui avait rendus. La journée se passa en fête. Le roi et la reine et Higlands avaient l'air d'être au mieux ensemble. Aussi tout le monde déplorait-il la stérilité de leur union. Seul nuage qui pût obscurcir le ciel d'un aussi bon ménage, Brunhilde consentant à paraître la servante le jour, pourvu qu'elle fût la maîtresse pendant la nuit. Le soir arriva sans que Brunhilde se doutât en rien du complot qui était tramé contre elle. Quand l'heure de se retirer fut venue, Lydéric conduisit Kriemhilde à sa chambre, et lui disant qu'il avait à causer d'affaires d'État avec Günther, il la laissa seule contre son habitude. Cet abandon momentané fit grand-peine à Kriemhilde, mais son âme, à elle, était faite de dévouement, comme celle de Brunhilde était faite d'orgueil, et lorsque Lydéric lui eut dit que cette absence avait pour but de rendre un grand service à son frère,
Elle ne retint plus son mari. En conséquence, Lydéric passa dans la chambre voisine, mit sur sa tête le casque qui rend invisible et s'achemina vers la chambre du roi. La porte en était ouverte. Comme d'habitude, des pages et des serviteurs, portant chacun une torche à la main, venaient de conduire leur souverain dans cette chambre, témoin depuis 1 an de si étranges choses. Lydéric se glissa parmi eux, et voyant que le roi regardait avec inquiétude, il s'approcha de lui en disant « Me voilà !» Dès lors, le visage de Günther reprit toute sa sérénité, et son regard cessa de s'arrêter malgré lui sur le malencontreux faisceau d'armes auquel il devait les plus mauvaises nuits qu'il eût passées de sa vie. À l'heure habituelle, les serviteurs et les pages se retirèrent, emportant les flambeaux et ne laissant qu'une seule lampe allumée. Alors Brünnhilde, qui jusque-là avait gardé l'apparence d'une femme soumise, se leva fièrement et avec la démarche d'une reine s'avança vers son mari. Mais celui-ci, ayant demandé tout bas à Lydéric s'il était là, et en ayant reçu une réponse affirmative, s'élança vers la porte et l'ayant fermée à clé, mit la clé dans sa poche au lieu de s'enfuir comme il en avait l'habitude. Brünnhilde frappa Günther si rudement qu'il alla tomber sur la table où était la lampe, la renversa et qu'il l'éteignit, de sorte que la chambre se trouva dans l'obscurité. « Tu vois » dit tout bas Günther à Lydéric. « Oui » répondit Lydéric. « Maintenant, mets-toi dans un coin et laisse-moi faire. » Alors Lydéric s'avança à la place de Günther, et comme Brünnhilde crut que c'était toujours son mari, et que par expérience elle avait appris à connaître sa supériorité sur lui, elle voulut lui saisir les mains pour les lui lier comme elle avait déjà fait. Mais cette fois les choses ne se passèrent pas ainsi que de coutume, et au contraire, ce fut Lydéric qui prit Brünnhilde par les poignets et qui les lui lia avec le ceinturon, puis il attacha Brünnhilde au faisceau d'armes et disparut. En sortant, ses pieds rencontrèrent un léger obstacle près de la porte. Il se baissa pour voir ce que c'était et ramassa quelque chose de soyeux. Quand il fut arrivé à la lumière, il reconnut la ceinture que Brünnhilde portait ordinairement et dans laquelle, suivant son habitude, se trouvait passé un large anneau d'or à ses armoiries. En rentrant chez lui, Lydéric trouva Kriemhilde fort inquiète. Alors, comme il n'avait point de secret pour elle, il lui raconta ce qui venait de se passer et lui montra l'anneau et la ceinture qu'il avait trouvés. Kriemhilde les voulut avoir. Lydéric s'y refusa un instant, puis comme il vit que son refus ne faisait qu'augmenter les désirs de sa femme, il lui donna l'anneau et la ceinture en la priant de ne jamais dire d'où il lui venait. Kriemhilde le lui promit, et dans ce moment sans doute elle avait l'intention de tenir sa promesse. Le lendemain, du plus loin que Günther aperçut Lydéric, il alla à lui et lui serra la main d'un air triomphant. Quant à Brünnhilde, elle parut au contraire honteuse et attristée, et comme ne pouvant se pardonner la victoire que son mari avait remportée sur elle. Avec la faiblesse de la femme, ces petites passions étaient aussi venues à Brünnhilde, et cette haine instinctive qu'elle avait ressentie pour Kriemhilde s'augmenta bientôt au point que les deux femmes ne pouvaient se rencontrer sans échanger l'une avec l'autre des paroles piquantes. Sur ces entrefaites, des troubles éclatèrent dans le nord du pays des Highlands, et Günther fut obligé de quitter sa capitale pour aller les apaiser. Il prit donc congé de Lydéric et de Kriemhilde, laissant à Brünnhilde le soin de remplir envers eux les devoirs de l'hospitalité. Mais Brünnhilde ne se vit pas plutôt seule qu'elle traita Lydéric et Kriemhilde avec une hauteur à laquelle ni l'un ni l'autre n'était habitué. Ce n'était rien pour Lydéric, qui croyait savoir la cause de ce mépris apparent, mais il n'en était point ainsi de Kriemhilde, qui ressentait doublement, pour elle et pour son mari, les insultes qu'on lui faisait. Enfin, les insultes lui devinrent insupportables, et elle résolut de s'en venger. Alors, comme vint le saint jour du dimanche, sans rien dire à son mari de ce qu'elle allait faire, elle passa son doigt l'anneau et serra autour de sa taille la ceinture que Lydéric avait trouvée chez Brünnhilde pendant la nuit où il avait lutté avec elle, et étant partie pour l'église en même temps que Brünnhilde, au moment d'y entrer, elle prit le pas sur elle. Alors Brünnhilde l'arrêta. « Depuis quand, lui dit-elle, la vassale prend-elle le pas sur la reine ?»« Depuis, répondit Kriemhilde, que je porte cette ceinture et cet anneau.
À ce geste, Brunhilde jeta un cri et tomba évanouie entre les bras de ses femmes. Quant à Kriemhilde, elle entra avec assurance dans l'église et s'agenouilla à la place d'honneur. Mais elle n'y fut pas plus tôt qu'elle se rappela qu'elle avait manqué à la promesse qu'elle avait faite à son mari, et qu'elle calcula avec effroi quelle pouvait être les suites terribles de sa désobéissance. Aussi, à peine le saint sacrifice de la messe fut-il terminé, qu'elle rentra au palais, et qu'ayant été trouvée Lydéric, elle le supplia de partir à l'instant même, ne pouvant pas, lui dit-elle, endurer plus longtemps les humiliations que lui faisait subir sa belle-sœur. Lydéric, qui n'était point fâché de mettre un terme à toutes ces dissensions, fixa son départ au lendemain et se présenta chez Brunhilde pour prendre congé d'elle. Mais Brunhilde refusa de le recevoir, et Lydéric, prenant ce refus pour une nouvelle insulte, au lieu d'attendre le lendemain, partit le soir, sans même écrire à Günther pour lui apprendre la cause de son départ. Quelques jours s'étaient écoulés à peine depuis que Lydéric et Kriemhilde avaient quitté la capitale des Highlands, lorsque Günther y rentra, après avoir heureusement apaisé les troubles qu'il avait appelés dans le nord de ses États. Son premier soin fut de se rendre auprès de la reine. Mais au lieu de la voir toute joyeuse ainsi qu'il s'y attendait, il la retrouva en larmes, et comme il s'avançait vers elle pour la serrer dans ses bras, elle tomba à genoux en lui demandant vengeance contre Lydéric. « Qu'a-t-il donc fait » demanda Günther étonné. « Sire, » répondit Brunhilde, « il m'a insulté gravement, et vous insultez plus gravement encore, car s'étant procuré je ne sais comment la ceinture et l'anneau que vous m'avez dérobés pendant la nuit, il les a donnés à Kriemhilde, en lui disant que c'était lui qui me les avait pris. Et vous savez bien le contraire, monseigneur, puisque vous étiez 1 an sans me les pouvoir enlever. » Günther devint très pâle, car il crut qu'il avait été trahi par Lydéric, et relevant sa femme, « C'est bien, mais n'avez-vous pas parlé de cela à personne ?»« À personne qu'à vous, monseigneur, » dit Brunhilde. « Eh bien, continuez d'être aussi discrète, » répondit Günther, « et sur mon âme, vous serez vengée. » Et Brunhilde, la fière reine, se releva à demi consolée à la seule idée de vengeance que lui promettait Günther. Cependant, comme Günther était brave, sa première idée fut de se venger bravement, en accusant Lydéric de mensonge et en l'appelant en combat particulier. Mais aussi, comme il connaissait, pour les avoir éprouvés à son profit, la force et le courage de Lydéric, il résolut de prendre, avant d'en venir à ce combat, toutes les précautions que pouvait lui offrir la prudence réunie à la loyauté. La plus urgente de ces précautions était de se procurer une armure à l'épreuve de la lance et de l'épée, mais ne s'en rapportant à personne du choix de cette armure, il se mit un matin en route pour aller la commander lui-même au forgeron Mimer. Au bout de 5 ou 6 jours de marche, Günther arriva donc à la forge où il trouva Mimer, Hagen et les autres compagnons qui continuaient de forger les plus belles et les plus fortes armes qui se pussent voir. Günther leur expliqua minutieusement son armure telle qu'il la voulait et promit de la payer à tel prix que maître Mimer et ses compagnons, voulant de leur côté faire de leur mieux, demandèrent à Günther contre qui il voulait se servir de cette armure, afin d'en proportionner la force à celle de l'adversaire qu'il devait connaître, quel qu'il fût, tous les chevaliers de l'Occident se fournissant chez eux. Günther répondit que cet adversaire était Lydéric, premier comte de Flandre. Alors Mimer secoua la tête et comme Günther lui demandait ce que signifiait ce geste, « Seigneur chevalier, répondit-il, vous avez là une méchante besogne. Il n'y a si bonne armure qui puisse vous défendre contre l'épée Balmung, qui a été forgée sur cette enclume par Lydéric lui-même. Et il n'y a si bonne épée qui puisse blesser Lydéric, car il a tué le dragon dont le sang rend invulnérable. Et comme le chevalier Achille, il n'y a qu'une place du corps où on puisse le frapper, car il s'est baigné dans le sang du dragon, et à l'exception d'un endroit où est tombée une feuille de tilleul, il a tout le corps couvert d'une écaille qui, toute fine qu'elle est plus impénétrable que le plus impénétrable acier. »« Et à quel endroit cette feuille est-elle tombée » demanda Günther. « Voilà ce que j'ignore, » répondit le forgeron. Alors Hagen, le premier compagnon, qui, comme on se rappelle, avait donné à Mimer le conseil d'envoyer Lydéric à la Forêt-Noire, s'avança et dit à Günther « Sire chevalier, avec les traîtres, il faut agir traîtreusement.
Si vous voulez me donner la moitié de la somme dont vous comptiez payer l'armure et donner l'autre moitié à maître Mimer, je me charge de vous débarrasser de Lydéric, et quand il sera mort, vous conquérerez ses états. » « Et quels moyens comptez-vous employer pour cela ?»« Cela me regarde, monseigneur. Rapportez-vous-en à moi, » répondit Hagen. « Eh bien, soit, » dit Günther. « Faites comme vous l'entendrez. Voici la moitié de la somme que je comptais mettre à l'armure. L'autre moitié vous sera payée quand vous m'aurez débarrassé de Lydéric. » C'est ainsi que fut fait le pacte entre Günther, roi des Higlands, le forgeron Mimer et son premier compagnon Hagen. Le même jour, Günther repartit pour sa capitale, et Hagen, ayant pris son long bâton à la main et portant son paquet sur son dos, s'achemina vers le château de Buc. Il y arriva le 3e jour et demanda à parler au comte Lydéric. Et Lydéric, ayant appris qu'un voyageur demandait à lui parler, ordonna que ce voyageur fût amené devant lui. À peine l'eut-il aperçu qu'il reconnut Hagen, le premier compagnon de maître Mimer. Comme Lydéric avait une mémoire tout à fait oublieuse du mal, il reçut admirablement bien Hagen et lui demanda ce qui l'amenait à la cour. Hagen répondit que, s'étant pris de querelle avec maître Mimer pour affaire de son état, il l'avait quitté, et que s'étant résolu d'aller offrir ses services comme armurier à quelque noble seigneur, il avait pensé en tout à son ancien camarade de forge, et venait en toute humilité mettre ses petits moyens à sa disposition. Or, comme Lydéric savait que Hagen était, après maître Mimer, le premier armurier qui existât, il le retint à l'instant même à son service et lui confia la surveillance de toutes ses forges et de toutes ses armureries. Cette importante acquisition fut vue d'un très bon œil par tout le monde, excepté par Peters, car il connaissait le mauvais naturel de Hagen et la haine qu'il portait à son maître. Mais Lydéric ne fit que rire de ses inquiétudes, et Hagen fut installé au château dans l'emploi qui avait été créé pour lui. Quelques jours après, Lydéric reçut de Günther une lettre qui lui annonçait que l'insurrection avait fait de tels progrès dans ses états qu'il le suppliait de venir à son secours avec ses meilleurs chevaliers. À l'instant même, Lydéric, oubliant la mésintelligence qui régnait entre les deux reines, ordonna que tout fût prêt le plus tôt possible et commanda à ses 100 meilleurs hommes d'armes de s'appareiller de leur mieux pour l'accompagner dans le royaume des Higlands. Cet ordre avait répandu la joie dans le comté de Flandre, car, pour ces hommes de fer, la guerre était une fête. Il n'y avait que la vieille princesse et Kriemhilde qui, l'une par pressentiment maternel et l'autre par connaissance du caractère de son frère, virent avec peine cette excursion. Or il arriva que Kriemhilde, ayant exposé assez haut ses craintes pour être entendue de Hagen, celui-ci s'approcha d'elle et lui dit « Noble dame, je sais ce qui cause vos inquiétudes. Votre époux est invulnérable par tout le corps, excepté en un seul endroit où est tombée une feuille de tilleul, et vous craignez qu'il ne soit frappé justement en cet endroit. Mais si vous voulez faire une marque à son vêtement à cet endroit, je le suivrai par derrière et j'écarterai tous les coups qui pourraient le menacer. » Kriemhilde accueillit cette offre comme une inspiration du ciel, remercia Hagen et promit qu'elle broderait une petite croix sur la partie de l'habit qui couvrait la partie vulnérable afin que Hagen pût défendre cette partie. C'était tout ce que voulait celui-ci. Au jour fixé, Lydéric et ses 100 hommes d'armes étaient prêts, et selon son habitude, le comte de Flandre n'avait d'autre arme que son épée. Il était vêtu d'un pourpoint que lui avait fait Kriemhilde et sur lequel, au-dessous de l'épaule gauche, était brodée une petite croix. Au moment du départ, Peters vint supplier le comte de ne point emmener Hagen. Mais Hagen, dans une guerre, était un homme trop précieux pour son habileté à fabriquer et à réparer les armes, pour que Lydéric s'en privât. Aussi ne fit-il que rire des craintes de Peters, et constitua-t-il Hagen intendant général de son armurerie. Lydéric prit congé de sa mère et de sa femme, avec sa confiance ordinaire dans la fortune. Il avait l'épée Balmung, dont il connaissait la trempe, il avait le fouet d'or du roi des Nibelungen, enfin il avait le casque qui rend invisible, c'était, avec son courage, des garanties plus que suffisantes pour la victoire.